Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Monsieur Grandjean. Je suis Stécie Algrin, étudiante en Master 1 politique environnementale à Sciences Po et je suis également la fondatrice de Penser l'après, la série de webinaires qui invite les acteurs du changement mais également les experts dans votre salon. Il s'agit aujourd'hui du 10e épisode de la série dédiée au coronavirus pour imaginer, penser, mais surtout anticiper ce que sera le monde d'après. Vendredi, j'ai eu la chance d'accueillir Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du groupe de travail numéro 1 du GIEC, membre du Haut Conseil pour le climat, donc 2 références dans le domaine du climat et de l'environnement. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous recevoir, Monsieur Grandjean. Nous nous connaissons déjà puisque j'ai eu la chance d'assister à l'un de vos cours à Sciences Po. Et cette fois-ci, je vais être celle qui peut poser les questions, donc ça change un peu la donne cette fois-ci. Pour resituer votre parcours, vous êtes président de la Fondation Nicolas Hulot. Vous êtes également associé fondateur de Carbone 4, fondateur et président de Shift Project, également membre du Haut Conseil pour le climat et vous avez récemment coécrit un livre avec Nicolas Dufresne, ce livre intitulé Une monnaie écologique, sur lequel je pense qu'on va avoir l'occasion de revenir plus tard au cours de ce webinaire. Donc, on l'aura compris, vous avez une vie assez remplie, assez active. Donc, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation et de venir échanger avec nous sur l'impact du Covid-19 sur les politiques climatiques. Au programme ce soir, donc comme toujours, 45 minutes d'échange sur la base des questions que j'ai préparées. Puis pendant 30 minutes, ce sont les participants qui ont la chance de poser la question avec l'onglet questions-réponses juste en bas de l'écran. Donc je vous invite dès maintenant à poser vos questions. Et je vais commencer en vous laissant la parole et en vous laissant vous présenter. Oui, donc tout ce que vous avez dit est juste, sauf un tout petit détail, c'est le fondateur de The Shift Project, c'est Jean-Marc Jancovici, avec qui j'ai fondé Carbone 4, mais je ne suis pas impliqué directement dans la gouvernance de The Shift Project, même si on est proche. On va dire, pour résumer, et puis après on passe aux questions tout de suite, hein, c'est que je me suis intéressé depuis très longtemps, puisque j'ai une thèse d'économie de l'environnement en 83, au lien entre l'environnement, l'économie et la finance. J'ai toujours été, en fait, c'est vieux, mais ça provient du fait que je fais partie de la génération du rapport au Club de Rome. J'ai eu le bac en 72, donc on est quelques-uns à avoir été très marqués par ce rapport. Et ceux qui ont été marqués par ce rapport, comme moi à l'époque, on est resté imprégné de l'idée qu'on ne pouvait pas faire comme si l'économie était hors sol, ou que l'environnement environnait l'économie comme si on avait une économie quelque part et puis qu'il fallait tenir compte plus ou moins de l'environnement. C'est évidemment l'inverse exact, c'est-à-dire que l'espèce humaine est une des espèces qui cohabite avec d'autres, plein d'autres, dont des virus d'ailleurs, sur cette planète. Et si on massacre les ressources de cette planète, ça nous pose toute une série de problèmes. Et donc les enjeux, moi, tels que je les vois, de lien entre l'économie, l'écologie et la finance, c'est des enjeux un peu de divers ordres qui sont un peu anthropologiques, mais moi je ne suis pas anthropologue, donc je fais mon boulot d'économiste. Et c'est des enjeux où il me semble qu'il faut repenser complètement l'économie qui, depuis des décennies, se considère comme en dehors de la nature. Je pense qu'il faut mettre tout dans l'autre sens. Voilà, pour résumer. Alors, comme vous l'avez mentionné, on vit également avec des virus. C'est ce qui a provoqué cette pandémie du Covid-19, avec toutes les conséquences que l'on connaît. Vous avez pu vous exprimer à plusieurs reprises déjà sur cette situation, sur le lien entre le coronavirus, la finance, l'économie et l'environnement. Et l'une des propositions phares que vous avez faites, c'est la création d'un fonds européen de relance et de transition. Alors moi, j'ai une question. Concrètement, quel serait son rôle et surtout, comment fonctionnerait-il? Voilà. Alors, il y a effectivement pas mal de choses à faire dans les mois et années qui viennent. C'est pas nouveau. Là, on a une crise très, très particulière qui effondre l'économie de manière extrêmement brutale et dont je ne crois pas un instant qu'on pourra se sortir sans encombre et sans décision publique majeure. Donc, je pense que la première des questions qui m'a préoccupé, c'est que j'ai en mémoire les grandes périodes de crise du capitalisme, dont la crise de 29. Et pendant des années, les pouvoirs publics ont été persuadés qu'il fallait laisser faire et laisser passer, comme ils disaient à l'époque. Alors en Allemagne, ça a été épouvantable. Ils ont même fait le lit de Hitler. Aux États-Unis, ça a été très dur. Ceux qui ne l'ont pas lu dans les livres que je recommande vivement, il y a Les raisins de la colère de Steinbeck.
Ils ont mis beaucoup de temps et c'est Roosevelt qui a fini par reprendre les rênes de l'économie. Et donc, quand on a une période de difficulté aussi intense que ça, avec des pertes de PIB qui vont être de l'ordre de grandeur de 10% cette année, avec une difficulté de reprise de l'économie de manière évidente à l'automne, ça va être compliqué. Il faut que les États se bougent. On est dans un monde qui est interconnecté, mondialisé. À l'intérieur de ce monde-là, on a des contraintes très particulières qui sont liées à l'Europe. Donc la France ne peut pas exactement faire ce qu'elle veut. Il y a des règles budgétaires, il y a des règles de dette, il y a des règles... Alors, qu'est-ce qui a été fait entre la France et l'Europe dans les dernières semaines? Il y a eu des mesures d'urgence qui ont été prises relativement vite. Ça veut dire qu'on a quand même collectivement une capacité d'apprentissage. Je pense que la dernière crise, c'est de 2008-2009, là aussi, il y a eu des hésitations. Les Américains ont planté une très très grande banque systémique, Lehman Brothers. Je pense qu'on ne le referait pas aujourd'hui. Et donc, ils sont allés vite sur la partie sauvetage, le côté sauve qui peut. C'est-à-dire éviter qu'il y ait des anticipations telles que les banques dévissent, qu'il y ait des crises de liquidité et que ça devienne très difficile de vivre. Donc, ils ont, de ce point de vue-là, bien fait. Ils ont, deuxièmement, mis en place, et ça, je crois que c'était vraiment une idée essentielle, de mettre en place du chômage partiel pour limiter la casse sociale. Le point maintenant dont il est question et qui se débat au niveau européen, c'est la question du plan de recovery. Donc, relance, recovery, ce n'est pas exactement la même chose. Je préfère le terme anglais au terme français, parce que relance a l'air de vouloir dire qu'on veut faire croître le PIB, on en parlera dans 5 minutes, ce n'est pas exactement ça le sujet. Et là, je me suis dit, avec d'autres, je ne suis pas tout le seul, que si on ne se bougeait pas fortement, on aurait très probablement comme résultat un plan de relance business as usual, très probablement, parce qu'il est beaucoup plus facile. Alors, quelle est la différence entre un plan de sauvetage et un plan de relance? Le plan de sauvetage, c'est qu'on essaye, on sauve la trésorerie d'entreprise. Grosso modo, on fait un prêt à Air France pour qu'il ne fasse pas faillite. C'est aussi simple que ça. Le plan de relance, c'est autre chose. C'est qu'on se dit, on va, comme l'a fait Roosevelt entre les deux guerres, on va faire un plan de travaux, un plan de ceci, un plan de cela, qui redonne de l'activité. Alors, je réinsiste sur le fait qu'une économie capitaliste, il faut croire au compte pour enfants que de croire que ça va redémarrer tout seul. Ça ne redémarre pas tout seul. Pourquoi ça ne redémarre pas tout seul? Parce que quand les gens ont été choqués, comme ils le sont en ce moment, ils ont peur de l'avenir, ils ont certes moins dépensé pendant quelques semaines que ce qu'ils auraient dépensé, donc ils ont un peu d'épargne. Mais, les entreprises sont en difficulté, donc elles auront tendance à moins investir. 2, le secteur bancaire et financier va être très attentif. 3, les ménages, ils vont faire attention à leurs fesses, si j'ose dire. Et ils ne sont pas prêts à redémarrer toute seule. Donc l'économie capitaliste, ce n'est pas une économie qui redémarre toute seule, contrairement au compte pour enfants du néolibéralisme. Donc c'est pour ça qu'il faut que les États s'en occupent. Sauf que le grand risque, c'est que le plan en question soit un plan qui consiste juste à faire en sorte qu'on redémarre comme avant. C'est par exemple le cas d'automobile où on entend très fortement dans les couloirs le côté, écoutez, en gros, on a des stocks de SUV dans les parkings partout, là, et donc laissez-nous tranquilles avec vos histoires d'environnement et relancer de sorte qu'on puisse vendre nos bagnoles. Donc je m'arrête là sur l'idée générale, c'est comment faire pour qu'on ait un plan européen qui ait une composante très forte de transformation écologique. Dit encore autrement, profiter du fait qu'on se soit arrêté pendant 2 mois pour ne pas redémarrer comme avant, mais en profiter pour faire les modifications substantielles qui doivent être faites. Alors pourquoi il faut faire des modifications substantielles? Là aussi, c'est vraiment complètement clair. Le Haut Conseil pour le climat dont je fais partie a fait quelques calculs de coin de table, mais grosso modo, il n'y a pas besoin d'être climatologue pour le comprendre. La réduction des émissions de gaz à effet de serre de cette année, elle sera à l'ordre de grandeur de la réduction du PIB. Compliqué, donc si on perd 10% de PIB, on réduira de 10% les émissions de gaz à effet de serre. Si on ne fait rien et si on continue, si on ne transforme pas l'économie, si l'économie redémarre comme avant, par hypothèse, à ce moment-là, les émissions de gaz à effet de serre vont redémarrer comme par le passé. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc on a un système productif, on a des dispositifs sociotechniques qui font
qu'on émet des gaz à effet de serre. Si on est obligé de ne pas consommer, ben, on en émet moins. Si on est obligé de ne pas se déplacer, on prend moins la voiture, on consomme moins d'essence, donc on émet moins de gaz à effet de serre, mais au total, rien n'est changé. Donc, la transformation, on l'a besoin avant le Covid, mais on a besoin toujours après le Covid, c'est de réaliser toute une série d'investissements dans tous les secteurs d'activité, de sorte que chacun de nous, quand il exerce son activité économique, quand il consomme, quand il se déplace, quand il se chauffe, quand il vit, quoi, grosso modo, qu'il fasse ça de manière à émettre moins de gaz à effet de serre. Donc c'est ça le contenu d'un plan. Maintenant, pour terminer l'architecture, il y a plein de débats en ce moment au niveau européen entre plusieurs options. L'option qui domine en ce moment, c'est l'option qui est majoritaire au sein du Parlement européen, qui est un Parlement de droite très classique. Je ne suis pas de gauche ou de droite, moi, mais là, en matière d'économie budgétaire, c'est très marqué, c'est très politisé. C'est un truc curieux. Si vous avez des questions là-dessus, on pourra en débattre. C'est très marrant. Mais grossièrement, on a une partie de l'échiquier qui considère qu'il faut que les budgets soient équilibrés, et une autre partie de l'échiquier qui considère que ce n'est pas forcément nécessaire quand on est en situation de difficulté. Alors là, il y a une petite fenêtre de tir parce que comme on est dans une crise économique majeure, les règles budgétaires européennes ont été mises entre parenthèses. Ça fait partie en fait du traité européen. Ce n'est pas une dérogation au traité. Le traité prévoit des dérogations en cas de circonstances exceptionnelles. Évidemment que c'est des circonstances exceptionnelles, donc la décision de la Commission elle a été immédiatement prise de rendre possible plus de déficit public. Sauf que si on veut faire un plan de reconstruction écologique sur la durée, ce n'est pas juste une petite dérogation qu'il faut, c'est un changement profond de règles tel que tous les investissements qu'on réalise. Nous, on a pris un raisonnement très simple de 2% du PIB sur 7 ans, ça fait grossièrement 2 000 milliards d'euros dans la zone de l'Union européenne, dans la zone euro, 2 000 milliards pour réaliser l'ensemble de ces investissements, sachant que ça, c'est la part publique et qu'il y a aussi un effet d'entraînement. Une partie de cet argent va conduire à faire des investissements privés. Je prends juste un exemple pour me faire comprendre. Si l'État et les collectivités territoriales prennent leur part de la réalisation de bornes de recharge pour que les voitures électriques puissent se développer rapidement et remplacer vite les voitures thermiques, le secteur privé va aller de l'avant et réalisera les bornes de recharge qui sont de son ressort, c'est-à-dire dans les bâtiments privés, dans les parkings et sur les autoroutes. Voilà. Donc, ce 2 000 milliards, c'est la part publique. Il est d'ordre de grandeur de 2% par an. Et nous, on pense qu'il faut profiter de cette affaire pour le faire au niveau européen, c'est-à-dire d'avoir un mécanisme de solidarité, parce qu'il y a un deuxième très, très grand problème, ou un troisième, je ne sais pas où j'en suis des problèmes, qui est le risque d'éclatement de la zone euro. Alors là, pour le coup, je parle bien de l'euro, entre des pays qui ont vraiment beaucoup souffert du Covid, comme l'Italie, évidemment l'Espagne, la France aussi, qui vont avoir des conséquences économiques du confinement plus élevées que d'autres pays qui auront mieux supporté le truc, et donc qui vont avoir une économie qui va plus se ralentir. Les marchés financiers, même si aujourd'hui ils sont calmés provisoirement par la Banque Centrale Européenne, qui a décidé d'acheter massivement des dettes souveraines, les marchés risquent de redevenir spéculatifs. Donc notre idée, c'est de dire ce fonds-là, il serait financé par une émission d'obligations avec la garantie européenne, mais il aurait un usage différencié selon les besoins des pays. Donc en gros, un pays qui aurait plus de besoins, il pourrait tirer plus dans le fond qu'un pays qui a moins de besoins. Donc ça vient à dire qu'il y aurait des transferts entre pays, ce qui est un sujet relativement tabou dans la construction européenne. Mais je pense très profondément que si cette crise-là, qui est une crise de plus après la crise des migrants, n'ouvre pas les yeux à un certain nombre de pays sur le fait que l'Europe n'a pas de sens si elle n'est pas solidaire, si ces yeux-là ne s'ouvrent pas sur la violence de cette crise-là, ils ne s'ouvriront jamais. Et je pense que ça en sera fini de l'Europe. Le dernier point, pour aller au bout de la présentation de cette idée, c'est qu'il est très important, en revanche, de ne pas mépriser le souhait légitime des différentes populations européennes
d'avoir un minimum de contrôle sur l'usage de l'argent, ce qui est un autre problème que la question de la solidarité. C'est un peu autre chose. On peut avoir un sentiment de solidarité. Moi, je peux avoir envie d'aider des pays en Afrique et dire, bon, bah, je mets de l'argent et si bien je suis content qu'une partie de mes impôts aille là-bas. N'empêche que j'ai quand même pas envie de faire des chèques en blanc pour faire n'importe quoi. Et notamment, je parle de l'Afrique, je ne vais pas être caricatural, mais j'ai certainement pas envie d'aider n'importe quel projet en Afrique. De la même manière, on peut comprendre qu'un Hollandais n'ait pas envie que l'argent qu'il va mettre de côté en guise de solidarité européenne soit utilisé pour faire n'importe quel éléphant blanc dans n'importe quel pays. Donc là, il est évident pour moi que ce fonds-là doit avoir des finalités extrêmement précises, opposables, contrôlables, typiquement par des experts de la Commission européenne, mais pas au sens traditionnel de ce qui a été fait lors de la crise grecque, où le dispositif de contrainte qu'on a imposé à la Grèce, c'est des plans d'ajustement structurel, mode FMI des années 90. C'est un usage en fonction des grandes finalités de la reconstruction écologique qui sont faire en sorte que nos économies soient plus résilientes, plus résistantes au changement climatique qui arrive à toute vitesse et face auquel on n'est pas préparé. Et s'il y a une leçon que le Covid nous donne quand même, c'est qu'on n'a pas écouté les signaux précoces, on n'a pas écouté les informations, on n'a pas écouté ce qui nous était dit par les épidémiologistes et on n'est pas prêt. Évidemment qu'en matière de climat, on n'est pas du tout prêt au changement climatique. Donc, premier sujet, avoir des économies qui sont beaucoup plus adaptées aux risques divers et variés qui nous arrivent à toute vitesse. Deuxième grand volet, faire en sorte que notre économie soit bas carbone, donc qu'on transforme rapidement nos économies pour réduire notre dépendance aux gaz à effet de serre et notre impact sur la planète et notre dépendance aux fossiles. Et puis, troisième grand volet, la crise aussi a manifestement révélé notre trop grande dépendance à la mondialisation et à des chaînes industrielles qui sont éparpillées dans le monde. Donc, il faut que ce fonds serve aussi à relocaliser pour partie ce qui peut l'être. Merci. Donc, il s'agit là de la première proposition que vous avez faite pour répondre à cette crise. Vous en avez fait une deuxième qui est assez importante puisqu'il s'agit de remettre en cause en quelque sorte les fondements même de l'Europe, qui sont donc le pacte de stabilité et de croissance. Vous demandez une révision des règles concrètement qui ont été instaurées temporairement, en tout cas pour répondre à la crise, puisqu'on a le déficit qui a été un peu libéré en quelque sorte en Europe. Aujourd'hui, quels sont les enjeux de cette crise ? Alors, la modification du pacte de stabilité et de croissance, ce n'est pas la remise en cause des traités, c'est un peu plus subtil que ça. C'est une proposition qu'on a faite il y a au moins 2 ans. On a écrit un livre qui s'appelle, Kevin Puisier et Marion Cohen, s'appelle Agir sans attendre, où on proposait de faire cette modification du pacte de stabilité et de croissance qu'on peut considérer comme une interprétation du traité européen. Le traité européen, grosso modo, il dit qu'il faut que les déficits publics ne soient pas inférieurs à 3%, ne soient pas supérieurs à 3% du PIB. Il dit qu'il faut que la dette publique soit de 60%. La réalité des faits, c'est qu'il y a eu des périodes, notamment 2008-2009, où le déficit a été supérieur à 3%. Il y a des pays qui sont excédentaires, par exemple l'Italie. Il y a des pays qui sont déficitaires. Concernant la règle de dette publique, elle est pas respectée du tout, sauf que le pacte de stabilité et de croissance, donc, qui a été mis en place après la crise en 2010 pour essayer de limiter les risques d'explosion des dettes publiques, dit qu'il faut que pour les pays qui ont une dette publique qui est supérieure à 60%, qu'ils s'engagent sur une trajectoire pour converger vers le 60%. Alors, il est vraiment très très clair pour tout le monde, et notamment, pour tout le monde, et en particulier, c'est remarquable pour la Commission européenne qui a fait un travail par le Conseil budgétaire européen, qui est une sorte de haut conseil pour les finances publiques, mais au niveau de la Commission européenne, un travail d'analyse sur l'effet de ces règles-là depuis les 10 dernières années. Et ça confirme ce que nous, on savait, ce qu'on avait mis en évidence et qui est très important pour notre affaire, qui est que l'un des effets majeurs et les plus pervers, il y en a deux, et le premier, le plus pervers, c'est le fait que cette règle-là, elle a conduit à réduire les investissements publics de manière très importante. L'investissement avant la crise du Covid, ce qu'on appelle l'investissement public net, c'était un investissement
moins la dépréciation des actifs existants, est devenu négatif en Europe. Donc, évidemment, ça avait été très, très spectaculaire au moment de l'effondrement du pont là, de Gênes. Tout le monde se dit, voilà, comment ça se fait? On a des infrastructures qui sont en mauvais état. Bah ouais, qui sont en mauvais état parce qu'on les renouvelle pas assez. Et donc, on peut mettre en évidence le fait que c'est la règle budgétaire qui conduit à ça pour une raison très facile à comprendre, c'est que cette règle budgétaire de calcul de déficit empile dans le calcul des dépenses de fonctionnement, d'OPEX, comme on dit en comptabilité d'entreprise, et des dépenses de CAPEX, d'investissement. Évidemment, c'est beaucoup plus simple pour n'importe quel dirigeant qui veut respecter une limitation de dépenses de ne pas faire les investissements et de continuer à laisser filer les dépenses de fonctionnement. Donc, globalement, les États et les collectivités territoriales, dans les 10 dernières années, ont sous-investi. Et d'un certain point de vue, c'est une chance, parce que comme il faut réinvestir, mais en faisant des investissements qui sont bas carbone, au lieu d'avoir des investissements qui continuent à nous inciter à émettre des gaz à effet de serre, autant qu'on réinvestisse intelligemment. Je vais prendre quelques exemples tout à l'heure. Alors, ce qu'on propose en ce moment, ça ne change rien à ce qu'on a proposé il y a 2 ans. C'est toujours la même histoire, c'est-à-dire ça consiste à dire, réinterprétons ce fameux pacte de stabilité et de croissance, c'est la partie de ce traité-là, en disant n'est pas considéré comme déficit excessif, un déficit qui est constitué d'investissements de telle et telle nature, là en l'occurrence des investissements dont j'ai parlé. Donc ça voudrait dire que le fonds dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une manière de l'exprimer autrement, ne serait pas compté dans le calcul du déficit. À court terme, ça n'en pose pas, puisqu'on est en règle de circonstances exceptionnelles, ou en dérogation par circonstances exceptionnelles. On propose simplement de continuer ce système, avec le gros avantage pour pas mal d'acteurs, s'ils sont rationnels. Les avantages principaux, je les ai déjà dit, mais je les redis, c'est que l'Europe est fondée sur des règles et des délégations. Certaines ne marchent pas très bien, certaines sont idiotes, mais grosso modo, c'est la philosophie politique de l'Europe est comme ça. Donc, ce qu'on propose, ce n'est pas du bricolage pays par pays pour faire ce qu'il a envie, pour tourner autour d'une règle, c'est de se mettre d'accord sur ce qu'on appelle les communs européens, et en l'occurrence, les grands communs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ça que nous apprend le Covid, si on ne le savait pas déjà. Voilà le propos. Donc, moi, je suis très convaincu que pour faire ça, c'est-à-dire pour faire ces modifications d'interprétation, il n'y a pas vraiment besoin de changer les traités. Il y a 2 options. Il y a une option législative, donc ça se fait mais là, c'est compliqué. Il faut que le Conseil et les parlementaires soient d'accord. Je pense que c'est mal parti, principalement à cause de nos rigoristes. On appelle ça les frugaux, les États frugaux. Mais je pense que c'est une mauvaise expression. S'il y a une question, je dirais pourquoi. Il y a une autre manière de faire qui est l'interprétation. Il y a des bouquins d'interprétation, ce n'est pas très connu en France, mais c'est très connu à la Commission européenne. Il s'appelle le Vademecum, qui est l'interprétation des règles de déficit excessif, et c'est ça qui fait que la Commission appuie sur le bouton ou non de la procédure de déficit excessif. Si on fait changer ce Vademecum, si on fait changer ces dispositifs, on peut vivre très bien et pendant très longtemps avec le dispositif dont je viens de parler. Oh, merci. On l'a compris, il y a des différends même au sein de l'Europe, mais s'il y a bien une chose qui relie, qui unit tout le monde, c'est le besoin d'une relance. Donc on veut à tout prix relancer la machine coûte que coûte, alors qu'on a très bien vu que d'un point de vue environnemental et social, le capitalisme, le libéralisme, ce n'était pas forcément un choix qui était qu'avec des impacts positifs. Donc est-ce qu'il faut vraiment continuer à relancer cette machine? Oui, ça c'est une question vraiment importante. C'est une question vraiment importante parce que la relance, le terme même relance, c'est pour ça que je dis recovery, je préfère, parce qu'il y a une notion de remettre en état de marche, quoi. Alors que dans relance, il y a l'idée de pousser les feux de la croissance. Ce que je pense en 2 temps, en fait. Il y a un premier temps qui est relativement important à bien avoir en tête, c'est qu'une économie dévastée, là aujourd'hui on est un peu sauvé par le chômage partiel, et on n'a pas eu trop de faillites en mars-avril, mais une économie dévastée par une crise économique, c'est une économie qui n'investit plus. Donc laisser faire, laisser passer sur le mode, ça va nous obliger, ça va nous permettre de reconstruire, c'est une idée qui me semble très naïve.
je pense que si on laisse s'enfoncer l'économie, je reviens à ma fameuse crise de 29, où je reviens à ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30. Ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30, c'est qu'il y avait 6 millions de chômeurs. Le chancelier de l'époque, Brüning, s'est dit, tiens, j'ai plus d'argent qui rentre dans les caisses publiques, donc je vais resserrer et je vais faire une politique qu'on appelle de déflation. Donc ça revient à peu près à la même chose que de laisser s'enfoncer l'économie, hein, sauf qu'on est encore plus actif que ça. Qu'est-ce qu'on a fabriqué en Allemagne? On a fabriqué la venue au pouvoir d'Hitler, parce que les gens, en fait, ils n'ont pas envie de ça. Donc, il faut faire bien attention au fait que personne n'imagine vivre bien dans une économie où il y aurait 10 millions de chômeurs, des queues à n'en plus finir au resto du cœur et d'aide alimentaire dans tous les coins. Je crois que ce n'est pas possible, c'est extrêmement dangereux et ça ne conduira qu'à un seul truc, c'est la dictature. Ça conduira qu'à un seul truc, c'est les flics partout, pour mettre un peu d'ordre et limiter la violence, parce que c'est ça que les gens voudront, en fait. Je ne suis pas du tout, malheureusement, je ne crois pas que l'immense majorité de nos concitoyens aient envie de se serrer la ceinture de manière comme ça aussi naturelle. D'autant que, évidemment, avant le Covid, on avait déjà une bonne idée de l'accroissement des inégalités sociales, et on voit bien que ça ne s'est pas du tout amélioré et que c'est les plus vulnérables qui prennent le plus, forcément, c'est toujours comme ça. Et donc, je crois que c'est très utile de stabiliser l'économie et d'éviter le pire. En revanche, je crois à un deuxième truc, c'est que si on prend quelques exemples d'investissements qui me semblent positifs, on va prendre des exemples très concrets. On voudrait qu'il y ait un report modal vers le vélo, qu'il y ait plus de vélos. Aujourd'hui, la principale crainte de tout le monde quand il fait du vélo, notamment dans les villes, c'est le risque de sécurité. Il y a plein d'accidents. Et l'accidentologie vélo en France, elle est assez élevée. Pour limiter l'accidentologie en vélo, il ne suffit pas que les uns et les autres mettent des casques. Il faut qu'on ait des pistes cyclables, il faut qu'on ait des aménagements urbains, il faut qu'on ait bref. Bon, ça, c'est des dépenses d'investissement, de travaux publics. Alors, c'est peut-être moins important comme gros investissement que des autoroutes, mais c'est quand même des investissements. Et pour faire les investissements, il faut que la machine économique tourne, il faut qu'on soit capable de faire travailler des chantiers, il faut que les entreprises fonctionnent, et ainsi de suite. Bon, je vais prendre un deuxième exemple, un petit peu. Bon, et là, par exemple, avec la FNH, on a commencé à faire des évaluations, et il y avait déjà des mesures au moment de la discussion sur la loi d'orientation des mobilités pour favoriser le vélo. On parlait de dizaines de millions, cinquantaines de millions d'euros d'investissement, mais vous n'y pensez pas, il n'y a pas d'argent dans les caisses, no way. Là, ce dont on parle en ce moment, c'est 500 millions d'euros, non pas pour faire monter les enchères gratuitement, mais c'est parce qu'on se dit, en plus, il y a une prise de conscience que ça va être compliqué la vie. Certes, il y aura plus de télétravail qu'avant, mais les transports collectifs vont durablement être moins performants et puis ils vont être plus chers en plus, parce que forcément, comme ils vont être moins remplis, il va bien falloir la payer d'une manière ou d'une autre. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, soit des impôts, soit le billet de métro va être plus cher, j'en sais rien, le billet de bus. Et donc le vélo, il a pas mal d'atouts, et donc il y a une demande sociale assez forte dans les villes, mais encore faut-il pouvoir le faire. Les travaux, ça ne se fait pas comme ça, quoi. Je prends un deuxième exemple, c'est le fret. Le fret ferroviaire, c'est un échec incroyable en France. La part modale du fret ferroviaire, elle est de 9%, alors qu'elle était presque le double il y a 10 ans. En Europe, on est à 15%, donc ce n'est pas une fatalité. L'Europe au sein de l'Europe, en plus, il y a des diverses situations. Donc on peut faire rouler des marchandises sur des trains, ce n'est pas impossible. Donc quand on discute avec des gens qui s'occupent un peu de ce sujet-là, on parle de quoi? On parle d'une dizaine de milliards d'euros à réaliser dans les 10 ans pour pouvoir réhabiliter le fret ferroviaire. Et on parle là aussi d'investissements qui ne sont pas forcément de mettre des lignes partout, parce qu'il y a déjà pas mal d'infrastructures, mais il y a des problèmes de
d'informatique, il y a des problèmes de modernisation des wagons. Et là, si je prends cet exemple des wagons, là aussi, je prends un autre exemple concret. Il semblerait qu'il y ait 500 000 wagons en Europe, c'est beaucoup, mais qu'il y ait une moyenne d'âge de 35 ans. Donc, dans le non-renouvellement dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'y avait pas que les infrastructures, les ponts, il y a aussi du matos comme ça qui est laissé un peu à l'abandon. C'est clair pour moi que si on rénove, on modernise le fret ferroviaire, on met de l'informatique pour avoir une meilleure information donnée aux chargeurs, si on améliore la gestion et si on améliore, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, les wagons, pour les rendre plus efficaces, plus performants, si on améliore le transfert modal, donc avec des plateformes intermodales qui permettent que les camions puissent aller sur des trains, enfin, il y a plein de trucs à faire. Ce sera aussi du travail, et c'est un travail qui est nécessaire si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre des camions. Donc, même si on peut se dire la priorité absolue, c'est de réduire le trafic de camions entre les tulipes qui se baladent des Pays-Bas, on parle des tomates qui partent du nord au sud et du sud au nord dans tous les sens. Certes, évidemment qu'il faut le faire, mais on continuera quand même, et je pense que j'ai pas de mal avec, on va s'arrêter, on continuera à transporter des marchandises, et donc si on veut réduire ça, il n'y a pas trop de solutions. Soit on se dit qu'il faut mettre des batteries, mais des camions à batterie, c'est pas si simple que ça. Et donc le fret ferroviaire me paraît un très très bon exemple d'un investissement qui est décroissantiste au sens qu'il permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière très sensible, mais qui est un investissement. Donc ça veut dire qu'il y a du travail derrière. Il y a du travail pour réaliser des travaux et il y a du travail pour les gens qui vont faire rouler les camions. Les trains. Je vous remercie. Donc, on comprend bien que si on veut investir, si on veut essayer de développer notre économie de façon plus durable, on va avoir besoin d'argent. C'est aussi ce que nous disent d'autres économistes. Ils nous disent clairement on ne fera pas plus d'écologie avec moins de moyens. Alors moi, j'ai une question. Aujourd'hui, il y a quand même un budget de l'État qui est assez conséquent. On voit qu'on fait encore des cadeaux d'un point de vue fiscal à des entreprises, à des grosses fortunes. Alors pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas en fait de mettre en place une meilleure distribution de cet argent plutôt que d'aller en chercher ailleurs, encore une fois? Oui, alors il y a deux questions. La question là, c'est de savoir si c'est fromage et dessert ou fromage ou dessert. Il y a quand même deux questions complètement différentes. Il y a une question qui est de dire est-ce qu'il suffirait de piquer le fric aux riches pour le filer à ceux qui en ont besoin? Est-ce que ça marcherait pour faire tout ce dont je parle? Et puis, il y a deux questions. C'est est-ce qu'il faut faire ça? Donc, faire évoluer le système fiscal. Je vais être plus clair. Excusez-moi, je recommence. Première question, est-ce qu'il faut faire évoluer le système fiscal de manière à ce qu'il y ait plus de redistribution? Première question. Et deuxième question, est-ce que ça suffira pour réaliser l'investissement dont je parle? Alors, sur la première question, c'est une grande question politique, d'économie politique. Je pense que tout le monde a à peu près compris qu'en France, les gilets jaunes se sont d'autant plus manifestés que le séquencement des décisions fiscales était aussi mauvais sous Macron qu'il ne l'a été sous Sarkozy. C'est-à-dire des décisions qui sont vécues par tout le monde comme étant des cadeaux au premier de cordée. Si je reprends le terme de Macron, donc c'était en gros la réforme de l'ISF, la transformation de ce truc-là en impôt sur l'immobilier, et puis deuxièmement la flat tax, qui fait qu'il y a toute une série de fiscalités qui sont ajustées à 30%, que ce soit la fiscalité sur les dividendes ou sur les plus-values. L'idée de Macron et donc du gouvernement qui a mis en place cette fiscalité-là en début de mandat, c'était la théorie du ruissellement. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est la théorie du ruissellement qui consiste à dire ces cadeaux fiscaux, ils ont un gros effet économique pour l'ensemble de la population parce qu'ils permettent de relancer l'économie et cette relance de l'économie profite à tout le monde. Bon, cette théorie du ruissellement est largement invalidée par les faits. D'ailleurs, elle n'existe pas vraiment. C'est un mythe, c'est une rumeur urbaine, quoi. C'est un mythe, pas vraiment
de preuve que ce truc-là n'ait jamais fonctionné, ni même que ça ait été théorisé de manière très scientifique. Donc on voit bien que ça ne marche pas bien. Et là, ça s'est cogné brutalement quand il a été question, une fois ceci étant fait, d'augmenter le prix de la taxe carbone, qui est un impôt indirect, et tout le monde considère qu'en gros, on fait payer toute la population pour financer les cadeaux qu'on a fait en début de quinquennat. Donc c'est un séquencement politique pas très malin. Manifestement, on a un président de la République qui considère que tout le monde considère comme assez intelligent, mais là, il ne l'a vraiment pas vu. Et donc moi, je pense que non seulement c'était pas malin, mais en plus c'est faux, c'est-à-dire que le ruissellement, c'est pas une théorie qui marche. Maintenant, est-ce que ça suffirait? Alors, imaginons qu'après Covid, c'est quoi les anticipations fiscales qu'on peut faire? Alors, on peut se dire, petit 1, tous ceux qui étaient les premiers de corvée, hein, pour reprendre l'expression, donc les services des soignants, les infirmières, les brancardiers, enfin tous ceux qui sont tapés le front, là, on va se dire, on va essayer de revaloriser leur métier. Il y a beaucoup de demandes qui sont faites là-dessus. J'en profite pour dire qu'il y a un truc qui s'appelle le pacte de pouvoir de vivre que la Fondation Nicolas Hulot a signé. Donc, ceux que ça intéresse, je recommande la lecture des mesures qui ont été proposées. Il y en a beaucoup autour de ça, en fait. Il y a vraiment une discussion de fond. On ne va pas la traiter là maintenant parce que ça nous emmènerait beaucoup trop loin. Et je voulais juste ouvrir une ou deux pistes, qui est que cette affaire de valeur, c'est-à-dire cette affaire qui consiste à dire le footballeur, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, le grand footballeur du PSG, là, Ibrahimovic, qui était un gars très très brillant, là, qui était acheté très très cher par le PSG. Il gagnait beaucoup d'argent et pour se justifier, il disait mais moi c'est le marché qui décide de ma rémunération. C'est ça qu'il disait. Et ce qui est vrai, il y a une offre et une demande sur le marché du footballeur, et donc lui, il vaut tant de points, tant d'argent, et donc sa rémunération, de son point de vue-là. Alors, évidemment, c'est un point de vue extrêmement... il plaidait pour sa paroisse. Mais en dehors du fait qu'il plaidait pour sa paroisse, il y a beaucoup d'économistes qui considèrent que le marché, notamment le marché du travail, fournit des valeurs qui sont efficaces, et que de ce point de vue-là, bon, bah, c'est bien. Et après, disent-ils, ces économistes-là, on fait la redistribution. Et là, c'est une question politique, c'est une question d'opinion, c'est une question de... Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je pense qu'on ne peut pas dire, j'ai d'un côté le marché qui est efficace, et puis d'autre part, et c'est l'économie, en gros. Et l'économie, la fonction première, c'est la richesse, en gros, la création de richesse, et puis après, on redistribue. Moi, je ne crois pas à ça. Donc, je pense que la revalorisation des métiers qui ont été mal considérés et dont on se rend compte que pendant une période de crise, ils sont vraiment importants, les éboueurs, les magasiniers, ceux dont j'ai parlé tout à l'heure en termes de santé, les gens qui font vivre l'agriculture, donc les cultivateurs en premier lieu, mais tous les autres. C'est des métiers dont on se rend compte qu'ils sont absolument essentiels à la vie. C'est ça dont on a vraiment besoin. J'ai oublié l'énergie, évidemment. Là, il y a des gens dans la centrale nucléaire pour faire tourner ces belles machines. On est bien content. Revaloriser ça et se dire, c'est demain, le jour d'après, on va mieux les payer et les autres, on les payera moins, je demande à voir. Je pense que ça va demander là des réformes très profondes. Et je pense que ce qui va être important pour éviter des émeutes et de la casse sociale qui me paraîtrait pas illégitime au sens, pas que la violence n'est jamais très légitime, mais ça m'étonnerait quand même pas trop qu'on ait ce genre de truc s'il n'y a pas de contrepartie donnée à l'effort énorme qui a été fourni par ces personnes-là. Mais ça ne suffira pas, il va falloir penser profondément des évolutions profondes des mécanismes de rémunération avant même de parler des mécanismes de redistribution et des mécanismes fiscaux. Donc, je pense qu'il y a il y aura de la réflexion de fond sur la rémunération. Ça passera sans doute par des réformes importantes ça devrait passer, je ne sais pas si ça va se faire, hein. Ça devrait passer probablement par des réformes importantes de gouvernance. En gros, à partir du moment où il y a un pays
Il y a beaucoup de très grandes entreprises qui sont cotées sur des marchés financiers et la France est un pays multinational qui tienne 30% de l'emploi, je crois, en gros. Je n'espère pas trop me tromper, mais plus des entreprises qui dépendent de ces entreprises qui sont des sous-traitants de rang 1 et ainsi de suite jusqu'en bas. Si les entreprises, les têtes de groupe, eux, ne pensent qu'à un truc parce que leur board, leur conseil d'administration leur demande de penser qu'à un truc, c'est la rémunération sur fonds propres. C'est évident que tout derrière, ça va en cascade. Là, il y a une sorte de ruissellement, c'est-à-dire qu'on paye les PDG le plus cher possible pour qu'ils rapportent autant de fric que possible aux actionnaires. Eux-mêmes payent leurs collaborateurs directs autant que possible, sous réserve qu'ils ramènent plein de fric. Et c'est l'argent va à l'argent, et la valeur de la rémunération est liée à l'argent que génère l'activité de chacun. Évidemment que quand on est en période de grande crise comme aujourd'hui, depuis 2 mois, on s'aperçoit que ce n'est pas très utile. Pourquoi? Parce que les billets de banque, ça ne se bouffe pas. Et donc, ce qui se mange, c'est des tomates en ce moment. Bon, il faut qu'il y ait des gens qui fabriquent des tomates, qui les fassent venir bon, etc., etc., etc. Ce qui a de la valeur, c'est de se faire soigner quand on a mal aux dents. Et le fait qu'il y ait peu de dentistes, c'était difficile de faire soigner, je pense qu'il n'y a plus d'une personne en France qui a dû se dire « Ah mais il est dentiste, c'est quand même important ». Bon, c'est plus important que le football. Donc, moi, j'ai rien contre le foot. Alors, cela étant, toutes ces considérations-là n'enlèvent pas le fait qu'il y a une urgence. C'est-à-dire que la réforme profonde du capitalisme financier, celle dont je viens d'esquisser une toute petite partie, puisqu'il y a plein d'autres choses à faire, j'ai toujours considéré, moi, que ça prendrait beaucoup de temps. On a 40 ans dans les pattes, ou même un peu plus, puisque la libéralisation des marchés, c'est Bretton Woods, c'est la fin de Bretton Woods, hein, c'est le début des années 70, c'est à peu près au même moment que le rapport de Club de Rome, c'est à peu près au même moment qu'il y a eu le choc pétrolier, et donc on a presque 50 ans, ça ne me rajeunit pas, d'un modèle économique et financier qui fonctionne d'une certaine manière, avec des gens qui pensent d'une certaine manière, avec des journalistes économiques qui ont toujours le même récit. Et donc, il y a un truc culturel qui est très profond. Peut-être qu'on aura un coup de bol et qu'avec une baguette magique, tout ceci va se régler en quelques mois. Je n'y crois pas un tiers de seconde. Je pense que cette crise est une opportunité de changement, ça permet de réfléchir, c'est bien ce que vous faites d'ailleurs le jour d'après, c'est bien mais ce n'est pas un jour d'après, c'est un temps d'après qui ne va pas être qu'un jour, on va dire ça comme ça. Et donc, je crois qu'en revanche, le climat, lui, c'est un tic-tac, une horloge qui va extrêmement vite. On est sur des courbes exponentielles, et le propre des courbes exponentielles, c'est que le temps s'accélère. Et donc, la raison pour laquelle je pousse sans leur relier l'un à l'autre un programme d'investissement important, sans dire j'attends que le monde soit meilleur et qu'on ait fait toutes les réformes fiscales, c'est que je préfère un peu de gaspillage et je préfère un peu de difficulté de celle-là, de faire peut-être un peu trop de trucs, que de rater le coche. Et il ne faut pas traîner, on est déjà en retard. On est déjà presque certain qu'au niveau mondial, on n'arrivera pas à tenir l'objectif des 2 degrés. Tenir la neutralité avec carbone en France, c'est aussi, ça commence à devenir un rêve. Plus on perd de temps, et là, le Covid risque encore de nous en faire perdre. C'est aussi pour ça que j'ai mis tous mes efforts, moi à titre personnel, sur cette histoire de plan d'investissement, parce que je suis extrêmement inquiet de l'effet rebond, de l'effet relance n'importe comment, et du fait que, pour plein d'autres raisons que je comprends très bien, on ne va pas se mettre le focus là-dessus. J'entends pas. Alors, oui. Excuse-moi, il y a eu un blanc, je n'ai pas entendu. Donc, cette sonnette d'alarme que vous tirez, il y a un mouvement qui la tire depuis pas mal d'années, c'est le mouvement des collapsologues, théorie de l'effondrement, avec un peu en tête de file Pablo Servigne. Et justement, dans l'un de ses posts, il a essayé d'associer votre tribune dans le monde, je cite écologie, climat, l'effondrement n'est pas inéluctable, à une collapsologie positive. Est-ce que justement la crise que l'on est en train de vivre aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le signe que notre civilisation risque de s'effondrer? Oui, le débat avec Pablo Servigne et les collapsologues est un débat complexe parce qu'il y a plusieurs. Je discute avec Pablo Servigne, on échange beaucoup. C'est un débat complexe parce qu'il y a beaucoup de versions du mot effondrement. Il y a beaucoup d'interprétations de ce que c'est que la collapsologie. Et donc, dans la tribune du Monde, le point principal, l'information principale qu'on essayait de faire passer,
est la suivante, c'est que si l'on considère aujourd'hui que l'effondrement, au sens de l'effondrement de la société, là on n'est pas en train de dire un effondrement, on est en train de vivre une crise qui n'est pas un effondrement, les structures ne tournent encore, et ce que j'ai dit d'ailleurs, c'est que le but du jeu, c'est d'essayer d'éviter l'effondrement, parce que de mon point de vue, l'effondrement, c'est la guerre civile, et c'est du sang partout. Bon. Donc c'est ça que je pense, et parce que je vois pas, vraiment sincèrement, et ça me paraît vraiment important de bien se le dire, les pays qui vivent des grandes difficultés économiques, surtout ceux qui sont passés par la case satisfaction matérielle à peu près convenable. Donc, je ne parle pas des pays qui ont toujours été dans la merde, mais des pays qui ont vécu à un certain niveau de confort. La case, l'économie ne marche plus du tout, donc le système s'effondre. Pour moi, c'est évident que ça génère des émeutes, ça génère de la violence, ça génère un état policier. Donc je ne le souhaite pas. Et donc le message principal donc l'effondrement euro, j'y crois pas un tiers du second. Je ne suis pas du tout un collapsologue positif. Petit 1. Et petit 2, je ne crois pas non plus du tout au fait qu'on soit garanti de ne pas s'effondrer. J'ai encore jamais dit ça. C'est tout à fait possible et envisageable que si on continue à ne pas écouter, voir, et on continue notre autisme généralisé, les choses se passeront très mal. Bon. Donc, ce qu'on voulait dire dans la tribune du Monde, c'est pas ça, c'est juste que ça ne nous semble pas pédagogiquement la meilleure méthode que de considérer, et ça nous semble faux en plus, de dire l'inverse, c'est-à-dire l'effondrement est inévitable. Donc, je redis, il y a plein de propos qui sont tenus par les collapsologues, par les gens qui pensent à ça, donc je ne suis pas en train de les mettre tous dans le même sac. Le propos de l'article, c'était de dire ne croyons pas que l'effondrement de la civilisation est inévitable, parce que si on croit ça, on s'organise pour survivre dans une société supposée effondrée, au lieu de faire l'autre truc qui consiste à éviter qu'elle s'effondre. Donc c'est quand même pas du tout le même geste. Et deuxièmement, ça c'est un tout petit peu plus nuancé, c'est plus subtil, j'allais dire, c'est un peu plus délicat comme propos, mais j'ai essayé de le dire un peu clairement. Les signataires à la tribune dont je suis, on a tendance à considérer qu'il y a une partie des personnes qui imaginent, qui ont un imaginaire de la collapsologie qui est le suivant. Je ne dis pas que c'est ce que pense Pablo Servigne, hein. Je préfère pas être nominatif parce que c'est plus compliqué que ça. Mais je pense qu'il y a une partie d'eux qui s'imagine un système central effondré, un État qui se pète la figure, et des communautés régionales qui refonctionnent, régionales ou locales. Donc des espaces de convivialité, c'est pour ça que le bouquin est pas mal, de Gauthier Chapelle et de Pablo Servigne, hein, qui s'appelle L'Entraide. Ils ont raison de dire que l'espèce humaine n'est pas une espèce qui ne pense qu'à la compétition, et que d'ailleurs, du point de vue biologique, il y a eu autant dans l'histoire de la vie, autant d'histoires de symbiose que d'histoires de compétition, et que c'est complètement farfelu de considérer que là, je suis complètement d'accord avec eux. Hein. Sauf que là où je dis qu'il y a un petit débat, c'est qu'en ce moment, vous voyez bien, au moment d'une crise comme le Covid, qu'est-ce qu'on attend? On attend que l'État prenne en charge l'intérêt général, parce que c'est forcément à sa main. Je veux dire, la gestion de la pandémie, c'est au moins au niveau de l'État, et en fait c'est bien plus profond que ça, c'est que la gestion de la pandémie, ça aurait mieux marché s'il n'y avait pas de débat non plus finir avec l'OMS, parce que je pense qu'il va y avoir des règlements de compte sur l'OMS, c'est déjà parti. Donc, et au niveau européen, il faut être aveugle pour ne pas voir qu'un manque de coordination européenne entre les différents États européens, c'est quand même une gigantesque connerie. Donc, je crois que la gouvernance au sens de l'organisation des gouvernements, des décisions publiques dans des situations compliquées de pré-crise, de crise et éventuellement d'effondrement en cours, ce n'est pas du tout des situations d'abandon de l'État. Donc le vrai débat pour moi, c'est de se dire entre nous, c'est quoi l'État dont on a besoin aujourd'hui, demain et après-demain, qui est au bon endroit, c'est-à-dire parce que par ailleurs il s'est passé plein de choses. Pourquoi la crise du Covid elle est si durement ressentie alors qu'à la fin de l'histoire il y aura moins de morts peut-être qu'il
Il y en a eu en 68, alors beaucoup moins qu'il y en a eu au moment de la grippe espagnole. Moi, je pense qu'il y a deux raisons. Il y a une raison de communication, c'est-à-dire les réseaux sociaux sont extrêmement actifs pour faire comprendre ce qui se passe dans tous les coins. Donc, quelqu'un qui meurt dans un EHPAD dans des conditions épouvantables, forcément on le sait. Donc, on est une boîte très transparente, cristalline. Et puis, deuxièmement, chacun d'entre nous a un rapport avec la vie et la mort qui est très différent de ce qu'il était il y a 100 ans. Donc, on est beaucoup plus sensible à sa propre vie. Donc, l'État, dans ce monde-là, il ne fonctionne pas comme il fonctionnait il y a 150 ans. Il ne fonctionne pas comme il fonctionnait sous Keynes, il ne fonctionne pas comme il fonctionnait même sous Roosevelt et même au moment de la reconstruction d'après-guerre. Donc, il faut trouver des formules et des solutions dans lesquelles l'État joue son job de stratège et puis de protecteur au sens de il assure un certain nombre de protections. Et par ailleurs, pour terminer et refaire la boucle avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'Europe, il y a un autre point important qui est remis en cause par la crise du Covid, c'est le libre-échange. Et donc, si on ne s'intéresse pas à la manière dont l'État doit piloter l'économie en relation avec les autres pays, si on ne s'intéresse pas à la question de comment faire en sorte qu'on ait des règles qui soient des règles de juste échange, dirait Nicolas Hulot, et pas de libre-échange, comment on fait pour essayer de relocaliser une partie de l'industrie sans être des dingues à la Trump ultra-protectionniste, tout ça, c'est des questions qui ne se posent pas et qui ne sont pas posées quand on porte toute son attention sur un post-effondrement vécu dans des collectivités régionales ou territoriales. Voilà, j'ai été un peu long, mais c'était ça les points que je voulais mentionner. Enfin, je voudrais parler de l'ouvrage que vous avez publié avec Nicolas. Dans cet ouvrage, vous mentionnez qu'il faut rompre avec la neutralité monétaire. Voilà, voilà. Le livre que vous nous montrez, je ne sais pas si les participants peuvent le voir également. Je ne sais pas, je vais la montrer. Okay. Donc, avec cette neutralité carbone, est-ce que la crise du coronavirus, c'est le moment d'opérer ce changement et de se diriger vers ce concept que vous mentionnez? Alors, de toute façon, ça l'est depuis 20 ans. On sait, j'allais dire depuis 90, depuis le moment où on sait qu'on est embarqué sur une catastrophe climatique potentielle, pour revenir sur l'effondrement. Je reviens à une demi-seconde sur le livre, là, Une monnaie écologique qu'on a écrit avec Nicolas Dufresne et sur la notion de neutralité monétaire, neutralité carbone. C'est extrêmement rapide. On dit beaucoup de choses dans ce livre sur la politique monétaire, sur la monnaie, sur la nature de la monnaie, sur la manière dont elle est créée. Donc j'invite tout le monde à le lire. Je crois que c'est un bon bouquin. Je suis assez fier de ce travail qu'on a fait avec Nicolas Dufresne, d'autant plus fier que c'est Nicolas Dufresne lui-même qui en a fait une grosse partie. Donc je ne me remets pas trop de fleurs à moi-même. La neutralité monétaire, c'est une des visions de l'économie monétaire, de la soi-disant politique monétaire qui était à l'œuvre au moment de la réalisation du traité européen, du traité de Maastricht dans les années 90. Donc là aussi, c'est un vieux truc, une vieille lune, qui consiste à dire en gros, c'est bien que la Banque centrale soit indépendante, et n'ait aucune influence sur la nature des échanges et sur la nature de l'économie, de manière à ce qu'elle soit neutre sur le plan de l'économie. Et donc, dans cette vision monétariste, qui est fausse et qui ne marche pas, parce que la réalité, c'est que ça ne marche pas comme ça, mais en tout cas, c'est la vision qui est dans ce traité. La Banque centrale doit être indépendante et doit piloter la masse monétaire sans aucune interaction avec la nature de l'économie et faire de la monnaie un levier, c'est pour les gens qui pensent comme ça, c'est être dirigiste, c'est un péché. C'est un péché très grave. Et la deuxième idée dans le monétarisme, c'est l'idée qu'en faisant ça, le bon critère, le bon indicateur de l'efficacité de la politique monétaire, c'est juste le taux d'inflation. Évidemment, c'est tout à fait faux, puisque quand la Banque centrale a bien vu qu'on était en train de rentrer en crise majeure en 2009, elle est intervenue par un truc qui s'appelle le quantitative easing. Quantitative easing, ça a eu comme effet d'augmenter le prix, non pas des prix de biens et de marché. Donc il y a eu plein de monnaie injectée, ça n'a pas eu du tout d'effet sur l'inflation. Donc la théorie sur laquelle plus de monnaie égale plus d'inflation, c'est juste faux.
En revanche, plus de monnaie égale plus de monnaie dans les circuits bancaires et financiers, donc la monnaie centrale de la banque centrale injectée auprès des acteurs financiers, que ça génère des bulles sur les actifs financiers, ça c'est vrai, ça se constate. Bon. Donc la théorie monétaire qui est derrière tout ça, elle tient pas debout. Et la théorie de la neutralité ne tient pas non plus debout. Et une des raisons pour lesquelles c'est important de la remettre en cause maintenant, c'est que de fait, quand la Banque centrale rachète des collatéraux dans sa politique de refinancement ou quand elle fait du rachat de titres dans sa politique de quantitative easing, ce qu'elle continue à faire, elle rachète l'économie, elle facilite la vie à l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, de fait. Et l'économie telle qu'elle vit aujourd'hui, c'est une économie 4-5 degrés, c'est-à-dire que si on fait le calcul, nous on le fait chez Carbone 4, hein, pas parler de Carbone 4 aujourd'hui, mais si on fait le calcul de la température, entre guillemets, d'un portefeuille normal qui est équivalent au CAC 40 ou à l'Eurostoxx 600, les valeurs des 600 plus grosses entreprises européennes, c'est un ensemble d'économies, c'est une économie qui nous conduit directement à 4-5 degrés. Donc c'est complètement évident pour nous qu'il faut faire changer significativement cette économie et donc une politique, qu'elle soit une politique monétaire, qu'elle soit une politique budgétaire, qu'elle soit une politique industrielle, toutes les grandes politiques publiques doivent être l'œil rivé sur le fait qu'il faut décarboner à toute vitesse l'ensemble des économies. Si on est cohérent, sachant que je redis, ce n'est pas les écolos qui ont voté, qui ont signé l'accord de Paris. Hein. C'est tous les États du monde à quelques exceptions près. Ce n'est pas les écolos qui dirigent l'Europe, enfin, je ne crois pas. Mais l'Europe a pris des engagements de décarbonation importants. Ce n'est pas les écolos qui dirigent la France. Elle a pris des engagements de neutralité carbone. Il y a des lois là-dessus qui sont passées. Il y a une stratégie nationale bas carbone. Donc là, la seule question qui est posée, c'est quelle est la cohérence entre des objectifs qu'on se donne qui sont conformes à ce que nous disent les climatologues, à ce que recommandent les climatologues et ce que prennent comme décision les gouvernements du monde entier. C'est quoi la cohérence entre ça et les politiques publiques, l'ensemble de toutes les politiques publiques qui sont à la main des gens qui nous gouvernent. Et dans ces politiques publiques, il y a clairement la politique monétaire. Donc, et très concrètement, et je ne vais pas trop rentrer dans la technique, mais très concrètement, ça veut dire qu'on demande que la politique monétaire abandonne cette soi-disant neutralité, parce qu'elle n'est pas neutre en fait, elle est favorable à une économie carbone, donc elle n'est pas neutre, elle est contraire, elle est anglaise, et qu'elle soit cohérente avec les objectifs qui sont donnés de neutralité carbone. Donc ça veut dire dans les refinancements, favoriser les refinancements, enfin défavoriser les refinancements d'entreprises qui sont de la vieille économie, c'est juste ça que ça veut dire. Et sur la politique monétaire, si on imagine des schémas très simples, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure au moment du refinancement de ce fonds européen qui, dans un premier temps, pourrait émettre des obligations, mais ces obligations pourraient être remises, rachetées par la Banque centrale, ben ça fait quoi? Ça injecte directement de la monnaie créée par la Banque centrale dans l'économie bas carbone. Donc, on sort là bien de la neutralité monétaire pour aller vers la neutralité carbone. Je vous remercie pour ces réponses. Je pense que ça va être temps de passer aux questions des participants. On a un peu débordé. Donc, on va commencer avec une question de Xavier. Un système économique adapté aux limites de notre planète existe-t-il? Si oui, lequel? Car l'histoire nous montre que le capitalisme l'a emporté face à une économie sociale et solidaire. Oui, alors je ne connais pas d'économie qui soit, comme vous le dites, donc ça n'existe pas. L'économie économique qui soit conforme aux limites, si, ça existe. Je pense que ça a existé pendant des siècles, en fait, pendant des millénaires. Les tribus d'Amazonie, je pense qu'elles étaient en équilibre avec leurs écosystèmes, et les Bushmen, ils respectaient, tous ces gens-là respectaient les limites planétaires. Ce qui fait qu'on a cessé de respecter la contrainte des limites planétaires, c'est la révolution thermo-industrielle. Alors, il y a un gros débat théorique, je ne sais pas si on a le temps de développer ça, entre est-ce que cet anthropocène, c'est juste une question de découverte scientifique et technique qui fait que l'espèce humaine s'est dotée de moyens artificiels extrêmement puissants, surpuissants, qui rendent l'espèce humaine
susceptible de faire jeu égal, voire plus avec la nature. Donc, grosso modo, on émet plus de gaz à effet de serre que la nature par ses cycles naturels. On déplace beaucoup plus de terre que les tremblements de terre et le volcanisme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ou est-ce que c'est le capitalocène, c'est-à-dire le fait que simultanément à cette réforme, à ces découvertes scientifiques et techniques, il y a eu le développement du capitalisme. Et quand je dis que c'est simultané, c'est que c'est extrêmement difficile de concevoir un capitalisme qui ne se soit pas fondé sur les industries et les techniques. Et réciproquement, les industries et les techniques, elles ont été très soutenues à la fois par le capitalisme et à la fois par les ambitions militaires et de puissance. Donc, tout ça se tient, donc on n'arrive pas à faire la part des choses. Donc, bon, on peut débattre pendant 150 ans pour savoir si c'est anthropocène, capitalocène. C'est un débat utile intellectuellement. Moi, là, pour ce soir, on ne va pas débattre trop. En revanche, plutôt de l'autre question, c'est-à-dire, que voudrait dire un système économique qui soit compatible avec les limites planétaires, et est-ce qu'il est capitaliste ou pas? Alors, là, une seconde, et puis après, on passera à d'autres questions. Moi, j'ai un point de vue assez précis, assez particulier, qui n'est pas du tout partagé, enfin, qui n'est pas largement partagé, mais en tout cas, c'est mon point de vue. C'est que, de mon point de vue, il n'y a pas 50 solutions. Soit les moyens de production ont une partie de propriété privée, soit non. Si c'est non, on est dans un système non capitaliste, un système socialiste, collectiviste, communiste, vous l'appelez comme vous voulez. Si c'est oui, même partiellement, c'est un système capitaliste. Dit autrement, moi, patron de Carbone 4 ou co-associé, je suis un capitaliste parce que j'ai accès au capital d'une société. Bon. Est-ce que ce capitalisme-là, il est forcément non solidaire? Est-ce qu'en tant que patron d'entreprise, je ne suis forcément qu'un esclavagiste absolument incapable de penser au bien du monde? Et est-ce que je ne pense qu'à l'argent? Parce que bon, j'ai un peu de mal à raisonner comme ça. Donc je crois qu'il y a il y a plein de formes de formes de capitalisme, et je crois que le système, tout système économique dans lequel il y a des marges de liberté qui sont et de rémunération qui ne sont pas de l'ordre du pouvoir central, je pense que c'est très utile. Et je suis assez fâché avec un système qui donnerait tous les pouvoirs aux politiques. Donc moi, j'aime bien la répartition des pouvoirs. Donc j'aime bien que la justice soit séparée. Donc je suis un peu traditionnel, je suis un peu vieux jeu, un petit peu Montesquieu. J'aime bien que la justice soit séparée du pouvoir politique. J'aime bien que l'économie soit séparée du pouvoir politique, parce que j'aime bien que le spirituel soit séparé du temporel. Enfin, tout ça, j'aime bien. Alors, cela étant, j'aime pas le fait que la détermination de la rémunération, comme je l'ai dit tout à l'heure, la détermination de tous les choix, de toutes les décisions, soit entièrement rivée par la valeur actionnariale dans un monde mondialisé sans frontières. Ça, j'aime pas. Donc, il y a plein de formats possibles du capitalisme. Celui dans lequel on est ne me convient pas, parce que je sais très bien qu'il ne respectera pas et qu'il ne peut pas respecter les limites planétaires, et je sais très bien qu'il est socialement de plus en plus injuste. Donc la vraie question, c'est de savoir quelles sont les règles qu'on est prêt à construire entre nous, mais c'est le débat qu'on a déjà eu sur la collapsologie tout à l'heure, qui font qu'on respecte nos limites et qu'on soit socialement plus juste. Je vous remercie. Maintenant, une question de Jeanne. Bonjour monsieur, merci pour votre intervention. Doit-on craindre que la crise sanitaire détourne la BCE de ses intentions d'intégrer l'environnement comme considération essentielle pour mener ses politiques monétaires, comme l'annonçait Christine Lagarde début 2019? Alors oui, on peut craindre. Donc c'est toujours la même histoire. Hein. Il n'y a pas de loi de l'histoire. Donc Christine Lagarde, elle n'est pas déterminée historiquement par je ne sais pas quoi. Donc on peut craindre au sens de c'est possible. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Donc, il y a deux réponses à ça. C'est d'une part, je pense que les ONG et tous les acteurs les ONG, les entreprises, nous, Carbone 4, on se bouge beaucoup là-dessus, qui travaillent sur ces questions-là, il ne faut pas lâcher. Et donc, s'il y a une pression sociale de sorte que ça ne lâche pas, ça ne lâchera pas. Mais j'insiste un petit peu. Moi, ma grosse conviction, c'est qu'on peut craindre beaucoup d'une situation de crise majeure. Ça, c'est ce que j'ai dit au départ.
Et donc, c'est pour ça que je pense que l'une des priorités, voilà, donc si, peut-être que je peux dire quelque chose que je crains vraiment, une peur que j'ai vraiment, c'est que les médias qui commencent à me casser les pieds, mais je ne sais pas si c'est pour vous comme pour moi, mais ça devient quand même vraiment extrêmement pénible d'entendre parler que du Covid tous les matins, tous les midis et tous les soirs. Bon, certes, c'est grave, certes, etc. Mais bon, et là, à partir d'après-demain, on ne parlera que du déconfinement. Le 11 mai, on se dira comment marche le déconfinement. Bon. Donc il y a quand même un problème de gestion de l'attention collective. Et la raison pour laquelle je m'occupe en ce moment des histoires de plans de reconstruction, alors que c'est probablement du septembre, du octobre, du novembre, c'est que si on ne s'en occupe pas maintenant, c'est-à-dire si on ne porte pas notre attention maintenant, les lobbies pétroliers, les acteurs de l'économie d'hier, eux s'en occupent. Donc eux, en ce moment, ils font le tour des popotes, ils vont à Bruxelles en visio, ils vont voir les dirigeants de ce monde pour leur dire donc voilà, il faut pas lâcher. Je vous remercie. Une question d'Aurélien. Quelle est la différence entre la proposition que vous faites d'investissement à l'échelle européenne et la proposition du pacte finance-climat de création d'une BCE dédiée au climat et à la biodiversité dotée de 1000 milliards d'euros? Pas très clair. Oui, la proposition initiale du pacte finance-climat, ce n'est pas la BCE, c'était de créer une banque publique d'investissement complètement dédiée au climat et elle-même refinancée par la BCE. Bon. Donc là, il y a des différences centrales entre les diverses propositions qui sont sur la table, parce qu'il n'y a pas que celle-là. Hein. Il y a aussi aujourd'hui des débats entre différents parlementaires européens. Il y a des propositions qui sont faites qui dépendent souvent des partis politiques. C'est un peu politisé ce truc-là. Les différences essentielles entre les uns et les autres, c'est à la fois des différences de gouvernance. Moi, je ne suis pas du tout chaud pour que ce soit une banque, que ce soit la BEI ou autre, qui fait une grande banque comme ça, qui est les clés du camion. Dans la provision que je fais, les clés du camion, elles appartiennent aux États qui ont des plans, qui sont contrôlés entre pairs, parce que j'ai dit tout à l'heure, il fallait que la Commission européenne vérifie que les uns et les autres ne fassent pas n'importe quoi. Donc, si on dit que c'est un plan de décarbonation, il s'agit que les États fassent un plan de décarbonation et pas le contraire. Mais c'est quand même eux qui ont la manœuvre et qui sont à la manœuvre, eux et leurs collectivités territoriales et éventuellement jusqu'à l'échelle communale. Et je préfère ce genre de dispositif, ça me paraît beaucoup plus efficace, ça me paraît plus démocratique que de filer les clés à une banque. Parce que le problème, ce n'est pas juste un problème de flux d'argent, hein, c'est vraiment un problème de quels sont les projets qu'il faut faire, quels sont les bons projets, les mauvais projets, comment ça s'exécute. S'il y a des problèmes d'emploi, de transition professionnelle, de transformation professionnelle, il va falloir mettre de l'argent dans la formation. Enfin, il y a beaucoup d'ingénierie concrète et presque aussi importante que la quantité d'argent dans cette histoire-là. Hein. Même si je crois au fait que la monnaie est magique, elle est magique, mais elle a quand même des limites. Hein. Je redis tout à l'heure, on n'ouvre pas les billets de banque. Et de la même manière, ce n'est pas le banquier qui fait le projet. Hein. Le banquier, il met de l'argent pour que le projet se fasse. Mais s'il n'y a pas de porteur de projet, si le projet est idiot, si le projet est mal géré, si les gens se foutent sur la gueule, ça ne marchera pas. Donc, voilà, c'est ça les grandes différences. C'est des gros sujets de gouvernance et d'organisation des pouvoirs. Parce qu'il y a aussi un autre débat, mais je n'ai pas insisté tout à l'heure là-dessus, qui est dans la proposition qui tient la corde en ce moment au niveau européen. C'est une proposition dans laquelle on s'articule avec le budget européen, qu'on essaye d'augmenter de manière artificielle, parce que vous savez que normalement, le budget européen il doit être équilibré avec la fiscalité européenne, qui est faible, donc le budget européen n'a pas beaucoup de moyens. Là, avec le truc qui a été mis en place et où Merkel a donné apparemment son accord, ça consiste à donner plus d'espace, plus de terrain de jeu avec des moyens qui seraient des obligations qui seraient garanties sur les dépenses futures, les recettes futures des budgets européens. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un dispositif qui ne me plaît pas beaucoup, parce qu'il ressemble à ce qui a été connu sous le nom ou le vocable de plan Juncker. Vous savez ou vous ne savez pas qu'à l'époque, donc, le diagnostic d'insuffisance d'investissement était déjà, donc ça, je trouve quand c'était 2015, je pense, hein,
le diagnostic d'insuffisance du plan d'investissement était bien posé par les économistes. Et la Commission européenne, pour tenir compte des équipes politiques au sein de l'Europe, elle a eu l'idée de faire ce fameux plan Juncker. Juncker, c'était le président de la Commission. Mais en fait, quand vous parlez du plan Juncker en France et dans les autres pays d'Europe, personne ne sait de quoi il s'agit. Personne ne sait. Et c'est extrêmement compliqué de savoir quels sont les projets qui ont été financés, au nom de quoi et pourquoi. Et donc, je pense que c'est extrêmement dangereux dans une période comme celle d'aujourd'hui de ne pas redonner la décision aux étages qui sont les plus proches du terrain et où les gens voient ce qui se passe. Bon, merci. Alors, cette question de l'Europe, on a Quentin qui se questionne. Étant trop occupé à signer des accords de libre-échange avec le Mexique en plein Covid et après nous avoir montré ses capacités en termes de gestion de crise, l'Union européenne est-elle vouée à disparaître ou à se renforcer et pour aller où? Ouais, ça c'est la grande question que tout le monde se pose. Alors deux ou trois petites choses. La première, c'est que sur la crise la crise sanitaire, il y a un défaut structurel qui peut être corrigé, qui est qu'il n'y a pas de mandat collectif européen sur la question du traitement des crises sanitaires. Donc ça, je pense que j'espère, je souhaite, pardon, je souhaite que ça se corrige, mais je souhaite, je fais que le souhaiter. Hein. Moi, je suis un gars dans mon bureau hein, qui souhaite des trucs comme ça. De même manière que j'ai dit tout à l'heure que je souhaitais que l'OMS renforce le MUF et qu'on ait des dispositifs, parce que ces fameuses pandémies, elles ont juste la caractéristique d'être pan. C'est-à-dire total quoi, concerne l'humanité entière. Et là, en l'occurrence, le fait que l'Europe n'ait pas de compétences en matière de prévention des pandémies, c'est un défaut qui est à corriger. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a un problème vraiment profond, et c'est bien que vous en parliez maintenant, il y a un problème vraiment profond de la construction européenne que je dénonce moi, depuis des années et des années et des années. Je jamais été heureux de ce défaut et de ce choix, c'est que l'Europe s'est construite sur une idée marchande, avec le traité de Rome, c'est un traité de marché commun. Et après, la grande idée de l'Europe, c'est la grande idée du marché unique. C'est ça la grande idée. En fait, l'Europe, c'est un mélange de valeurs, on pourra en discuter pendant 50 000 ans, mais quand même historiquement chrétiennes, dans laquelle l'humanité, les valeurs de solidarité, d'humanité sont des valeurs importantes dans la construction européenne. Il y a ça quelque part dans le fondement, quand on regarde bien un peu l'Europe. C'est très philosophique, c'est voire spirituel. Et puis, il y a la réalité toute concrète des traités successifs qui sont plutôt marchands. C'est quand même complètement clair, ça. Et du coup, quand vous regardez les pouvoirs au sein de la Commission européenne, vous apercevez que celle qu'on appelle la DG Concurrence, la DG Compétition, la DG Comp, elle a un pouvoir absolument considérable dans le dispositif, mais c'est l'équivalent strict dans le monde du fait que l'OMC était la seule à avoir une capacité de frappe dans les désaccords, elle pouvait sanctionner, alors que l'Organisation nationale du travail, ouais, on sait à peine que ça existe. L'OMS a fait des trucs intéressants, mais bon, voilà. C'était l'OMC qui avait, qui avait une vraie, voilà, et puis il y a le FMI quoi, qui a aussi une capacité de frappe. Donc au sein de l'Europe, c'est un défaut de construction historique qui fait qu'effectivement, il y a un rêve qui, moi, me fait pas rêver du tout. Je ne sais pas qui ça fait rêver, mais moi, ça me fait pas rêver de faire de l'Europe un grand marché unique ouvert en 4 vents. J'espère bien, pour le coup, que cette crise aura ouvert les yeux aux uns et aux autres et qu'on va réussir à corriger le tir. C'est pas gagné. Et effectivement, pendant que le Covid circule, les affaires continuent. Et cette DG Comp, elle est capable de réactiver des accords dont l'immense majorité, non pas l'immense majorité, dont beaucoup de gens considèrent qu'ils sont pas souhaitables. Alors maintenant, est-ce que cette Europe est capable de se réformer ou pas? C'est presque la même question, c'est toujours la même question en fait. Est-ce que la BCE va faire ceci? Est-ce qu'on va s'effondrer? Voilà, donc c'est toujours la même histoire. Moi, à vrai dire, je ne souhaite pas parce que
pour une raison relativement simple, et c'est aussi ça qui m'a motivé, je pense, et qui motive le fait qu'on parle de tout ça en ce moment. C'est que je pense on est quand même cerné à l'ouest par un dingue, et qui a été élu. Donc ce serait un dingue, un accident de l'histoire d'un élu. Bon, il a été élu peut-être mal, peut-être qu'il a un peu truandé sur les bords, peut-être qu'il a employé des méthodes de brigands, sans doute, sans doute. Mais n'empêche que les Américains ont été foutus de l'avoir élu. Ils ont quand même élu un dingue. Bon. Qui est dingue, qui pense, qui a sa propre fortune et qui a des raisonnements internationaux très très curieux. C'est pas de lui qu'il faut attendre quoi que ce soit sur les questions fondamentales qui se posent à l'humanité. Parce que c'est ça qui se passe. La crise du Covid, c'est la première grande crise mondiale qui nous met vraiment... Parce que le climat, c'en est une, mais elle est un tout petit peu abstraite, un tout petit peu théorique, un petit peu lointaine. Et donc, certes, je pense que les travaux scientifiques, les climatologues ont fait comprendre beaucoup, ont vraiment fait comprendre aux uns et aux autres, et notamment aux plus jeunes d'entre nous, qu'on était une espèce et qu'il y avait des communs planétaires, ce qui n'était pas, à mon avis, une notion qui était si claire que ça dans les années 50. Vous savez, Paul Valéry disait « Le temps du monde fini commence », c'est vieux comme propos, mais c'était un propos de philosophe, pas un propos du tout ressenti. Le Covid, je crois qu'il nous fait ressentir dans nos tripes qu'on est partie prenante de la planète, One Health, une santé. Il y a plein de mouvements qui existent depuis des années qu'on ne connaissait pas, qui disent qu'il n'y a qu'une santé, la santé des végétaux, des écosystèmes, la santé des animaux et notre santé, c'est tout ça, ça va ensemble. Et si on ne fait pas gaffe à l'un, et les zoonoses nous montrent ça. Alors, face à un gars comme Trump, qui est dingue et qui n'a donc aucune perspective, aucune capacité de projection, aucune capacité, il ne comprend rien. Et face de l'autre côté, au président chinois qui ne me fait pas envie, parce qu'il a des ambitions de puissance, et moi, le régime chinois, je n'aime vraiment pas. Je pense que l'Europe a une carte à jouer, c'est un gros espace économique qui fonctionne encore à peu près, et avec un niveau de capacité collective, d'intelligence collective qui me paraît très, 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 très supérieur à la moyenne de ce qui peut se faire dans le monde. L'Afrique, certainement un espace très intéressant, mais qui n'est pas du tout assez structuré aujourd'hui pour avoir la moindre influence. Donc je n'aimerais pas que l'Europe s'effondre dans des guerres intestines et n'ait plus du tout, déjà qu'elle n'a pas beaucoup, mais qu'elle n'ait plus du tout de capacité à relayer une vision de l'histoire un peu plus positive que les deux grands dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vous remercie. Donc, on l'a bien compris, on a plutôt intérêt à ce qu'elle résiste, cette Europe, et qu'elle résiste en assouplissant peut-être les règles du jeu pour les États qui la composent. Maintenant, je vais terminer avec une question pour vous. Donc, est-ce que vous auriez un podcast, un livre ou même un film à conseiller à nos participants? En fait, non. Non. Moi, ce que je conseillerais plus, j'y réfléchis, parce que la question m'a été posée un peu avant cet enregistrement, mais cette soirée, j'ai un peu réfléchi en me disant, je vais plutôt répondre non, et plutôt répondre de manière un peu diagonale sur le fait que si moi, j'ai un peu appris quelque chose dans la vie intellectuelle, hein, après, je ne parle pas de ma vie personnelle, et ni même, et je ne parle pas non plus de ma vie professionnelle, mais c'est que une des clés quand même de la compréhension de ce monde et une des clés de sa capacité à faire des choses intéressantes, on va dire ça comme ça, et à avoir des relations intéressantes, et bref, à faire en sorte que tous les matins on se réveille à peu près content, c'est d'avoir une grande ouverture d'esprit. Et donc, moi, ce que j'aime pas, c'est la monoculture. Donc, je me dis, il y a beaucoup de littérature écologiste, écologique, voilà, ça, bon, on en a parlé pas mal, j'imagine, dans votre... disiez autre chose. Alors, je recommande quand même pas de lire Claude Allègre, parce qu'il dit vraiment beaucoup trop de conneries à la minute.
Mais c'est vraiment important d'avoir beaucoup d'autres angles. Donc là, on a parlé beaucoup d'économie-histoire, donc c'est vrai que je pense que moi, je ne me permets pas de parler. J'ai évoqué le terme anthropologie tout à l'heure, mais comme je ne suis pas anthropologue professionnel, je ne me permets pas de vous en parler. Mais n'empêche qu'il me semble que tout ce qui permet de mieux comprendre l'histoire, la grande histoire, c'est quand même très utile. J'aime pas trop le bouquin d'Harari, là, Sapiens, mais il y a beaucoup moi, quand j'étais jeune, j'ai lu énormément de choses sur l'histoire du cosmos, sur l'histoire de la vie, sur l'histoire des civilisations, et je pense que c'est quand même extrêmement utile. Ouais, si, peut-être quand même, je réfléchis à voix haute, peut-être que je vous recommanderais quand même toutes les. J'ai parlé de One Health il y a quelques instants, donc les gens qui se disent qu'il faut mettre ensemble les vétos, les médecins et puis les écologues. Tout ce qui, dans votre formation, vous permet d'avoir du recul, de prendre un peu de distance, de comprendre l'incroyable histoire de l'humanité et de la vie qui a démarré il y a 4 milliards d'années à peu près, voire du système dans son ensemble, de l'univers. Je pense que c'est très utile pour resituer tout ce qui nous arrive. Je dois dire que de mon point de vue, si je n'avais pas ça en arrière-plan de ma réflexion, je serais probablement beaucoup plus déprimé, angoissé. Je pense que c'est très utile d'avoir une grande perspective pour comprendre ce qui nous arrive. Pour une raison qui peut vous paraître un peu mégalo, mais je vais quand même la dire en ce moment. En ce moment, il se passe un truc très bizarre dans l'histoire de la vie. C'est un moment de mise en cohérence entre les choix individuels et les choix collectifs. On est des premières générations d'êtres humains, et donc de créatures biologiques, on va dire ça comme ça, qui avons la capacité de comprendre que ce qui nous arrive en ce moment arrive à un ensemble beaucoup plus vaste. Il y a eu des empires, il y a eu des civilisations qui se sont effondrées, mais personne n'avait accès à un truc beaucoup aussi global que ce qui peut nous arriver en ce moment. Donc, pour comprendre cette globalité, c'est vraiment important. Et c'est plus facile à comprendre quand on a de la profondeur de champ. Ouais, c'est donc ça que je recommanderais globalement. Voilà. Bon, merci en tout cas. Cela marque donc la fin de ce 10e épisode. Merci Bonsoir à beaucoup, tous. Alain Grandjean. On se retrouve donc demain soir avec Inès Leonarduzzi, qui est fondatrice de Digital for the Planet. On va échanger avec elle sur le digital et l'environnement, parce qu'il y a un lien qui paraît pas évident pour tout le monde, mais il est important de le souligner. On vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain soir.